Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Bienvenue dans ce Comme d'Archi, saison 2. Bonjour Vincent Lavergne. Bonjour. Vous êtes architecte, je vous reçois aujourd'hui. Merci de venir témoigner. Vous êtes aussi urbaniste, diplômé de l'école d'architecture de Paris-La Villette, lauréat des fameux albums des jeunes architectes et du palmarès des jeunes urbanistes en 2012, il y a moins de 10 ans. Aujourd'hui, vous enseignez et après avoir créé l'agence Nadeau Lavergne, vous êtes à la tête de l'agence Vincent Lavergne, fondée, elle, en 2017. Agence qui compte déjà, puisque rien qu'en 2020, vous devez livrer, je cite, la Tour Watt à Paris avec ICF Novedis, surélévation entre autres, et en bois d'une tour d'habitation. Le projet Le Métropolitan avec Verrecchia, 283 logements à Rosny-sous-Bois, avec à nouveau une ossature bois, un foyer et commerce à Paris avec Amétis, le projet Maison Blanche avec Nexity, 114 logements collectifs et individuels à Bussy-Saint-Georges. En 2021, 3 autres projets potentiellement, Paris-Puce, Tour Commune Ménilmontant, Maison ONF, Office national des forêts, doivent être livrés et d'autres projets s'engagent. Alors nous allons d'abord s'intéresser à vous. Ma première question. Alors que les architectes de l'ancienne génération disent communément que l'on est véritablement architecte à partir de 40 ans, âge que vous n'avez pas encore atteint, votre ascension, elle, est impressionnante. Alors comment arrive-t-on à livrer de tels projets à votre âge et seulement 3 ans après avoir fondé sa propre agence ? Alors tout d'abord, je n'ai pas 3 ans. Je viens de... J'ai fondé une agence avec Jérémy Nadeau en 2008, Ouais. juste au sortir de l'école, Ouais. avant à peine un an avant qu'on soit diplômé. Ensuite, on a développé cette agence jusqu'en 2016. Et en 2016, on a engagé un processus d'autonomie qui a fait que l'un et l'autre, on s'est concentré sur ce qu'on avait chacun développé. Et donc j'ai l'impression de vivre déjà une deuxième partie de ma carrière, donc ça nuance un peu cette impression extérieure que j'ai beaucoup moins l'impression d'être... j'ai plus vraiment l'impression d'être un jeune architecte aujourd'hui. Puisque j'ai fondé une agence en 2008 avec Jérémy Nadeau. On a eu ensemble les albums des jeunes architectes et le palmarès des jeunes urbanistes. Et on a eu ensemble une progression assez importante qui est liée déjà à cette double dynamique Paris et Bordeaux, puisque lui est bordelais d'origine et a monté l'agence à Bordeaux. Et très vite, on a eu ces 2 bureaux qui a un peu jeté les bases de notre future séparation, puisqu'on était très très écartelés sur le territoire national. Et que, au fur et à mesure de le remplissage de notre carnet de commandes, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus vraiment prise sur les projets et on avait vraiment l'intention de faire les projets nous-mêmes. Donc on a pris cette décision en 2016-2017 de se séparer et de se concentrer sur les projets qu'on avait développés chacun un peu de son côté. Néanmoins, toute cette première partie 2008-2016 avec bien sûr 2012 au milieu, ça a été très important dans cette impression qu'on a fait les choses assez vite et tôt. Oui, parce que vous n'étiez pas diplômé, vous aviez déjà votre agence. En général, les archis ils passent 4 ans, 10 ans chez un maître et puis... Alors c'est une particularité, on n'a jamais vraiment travaillé en agence, on a fait des stages dans quelques agences, mais on n'a jamais véritablement travaillé en agence puisque notre volonté, dès le moment où on s'est rencontrés en 3e année d'architecture à la Villette, ça a été de vraiment travailler ensemble et on a très vite fait émerger cette idée d'association. Mais comment vous avez accédé à la commande ? Parce que c'est pas simple quand même. Quand Alors, on n'a pas de référence, on le sait. On a commencé en faisant des... Alors ça a été long et difficile, hein. Entre 2008 et 2012, ça a été 4 ans vraiment laborieux, vraiment difficiles, où on se payait très peu.
où la vie n'était pas simple, même si on faisait ce qu'on aimait. Donc c'était le principal, en fait. Néanmoins, on a fait des perspectives pour des agences, puisqu'on faisait de la 3D. C'était aussi ça c'est une dimension importante dans notre travail. C'est qu'on a très vite essayé de maîtriser vraiment l'ensemble du processus nous-mêmes, ce qui aujourd'hui est plus vraiment possible vu la complexité des projets. Mais en tout cas, l'association avec Jérémy Nadeau, ça a vraiment fabriqué un phénomène d'entraînement qui nous a profité à tous les deux et qui nous profite encore aujourd'hui, même si aujourd'hui on est séparés. Alors du coup, qu'est-ce qui a motivé votre carrière? Est-ce que c'était un désir d'enfant? Est-ce que c'est venu plus tard à l'adolescence? Qu'est-ce qui a créé l'étincelle? Parce que c'est un sacré métier. En fait, j'ai jamais vraiment pensé à l'architecture jusqu'au lycée. J'étais dans une situation scolaire très très difficile, j'étais en échec scolaire. Et j'étais néanmoins très intéressé, très curieux de plein de choses. Je m'intéressais aux arts, à la géographie, à l'histoire, à plein de choses, mais je ne me sentais pas concerné par la manière dont c'était enseigné à l'école. Donc j'ai toujours été un peu en rébellion contre la manière dont étaient enseignées des matières qui par ailleurs m'intéressaient, mais que je trouvais sous-enseignées au lycée. J'ai eu quelques bons profs, mais j'ai pas eu la chance d'avoir des grands professeurs au lycée qui m'ont vraiment emmené. Et à un moment très difficile de ma scolarité, à l'adolescence, enfin, un peu avant le bac, où j'étais vraiment à la limite de la voie de garage, de l'orientation, j'ai découvert l'architecture un peu par hasard, parce que je voulais être sculpteur, je voulais être designer, je ne sais pas trop ce que je voulais faire, mais j'avais intégré l'idée que l'architecture était dédiée à une élite. Mathématiques, sciences, enfin maths sup, maths spé, c'était un peu l'idée qui était véhiculée dans la société et qui l'est peut-être encore aujourd'hui. Donc je m'étais fait à l'idée que l'architecture c'était pas forcément pour moi, même si ça m'intéressait de plus en plus. Mais j'y suis véritablement arrivé par le design. Je voulais être designer automobile. Et je dessinais des voitures et je dessinais des publicités qui mettaient en scène mes voitures, et j'avais remarqué qu'elles étaient souvent placées devant un arrière-plan qui était un bâtiment la plupart du temps, sur des grands posters que je voyais dans la rue. Et donc petit à petit, j'ai commencé à dessiner des fausses publicités qui mettaient en scène mes projets de concept car, comme on disait. Et petit à petit, j'ai été plus intéressé par l'arrière-plan que par le premier plan, et j'ai délaissé le dessin des voitures pour m'intéresser plus au dessin des bâtiments. Mais c'était une première approche extrêmement formelle, extrêmement esthétisante de l'architecture que j'ai absolument quittée aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ma première approche de l'architecture, c'est en décor, en arrière-plan, donc la façade. Et petit à petit, évidemment, j'ai évolué. Étant donné que j'étais pas sûr d'avoir mon bac, j'ai cherché ma mère, plus exactement, a cherché des filières un peu parallèles. Des pierres d'achoppement pour sauver son fils. Un peu, et elle a trouvé une école d'architecture de la ville de Paris, qui s'appelle l'école professionnelle supérieure d'architecture de la ville de Paris, qui avait la particularité d'accepter des étudiants niveau bac, mais qui n'avaient pas eu le bac sur concours. Et donc j'ai trouvé une espèce d'utopie scolaire, puisque pour moi, tout était extrêmement formaté, très académique, et il fallait respecter des procédures que j'avais beaucoup de mal à respecter. Et dans cette école, la première chose qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y a pas besoin du bac pour y arriver. Et j'avais beaucoup de doutes sur le fait d'être capable d'avoir le bac, donc je me suis inscrit dans cette école. Et puis parallèlement, en art plastique, donc au lycée, on a une matière d'art plastique qui était optionnelle, mais que je passais mon temps à faire ça. Et donc j'ai commencé à représenter quelque chose que je pensais être des bâtiments, que je croyais être de l'architecture. Et je pense que poussé par mes professeurs d'art plastique, qui m'ont mis la note maximum au bac, j'ai eu mon bac grâce à l'art plastique, donc grâce à cette espèce de balbutiement d'intérêt pour l'architecture. Ça, c'est génial. C'est un maître. Il a eu son bac grâce aux arts plastiques. Raconter ça à des étudiants pour dire qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est pas parce qu'on est extrêmement mauvais dans le secondaire qu'on n'est pas néanmoins légitime pour réaliser sa passion, ses rêves. Vous avez grandi à Paris ? En région parisienne. En région parisienne. Ouais. Ouais. Quelle école déjà vous avez intégrée ? Alors, j'ai fait 3 ans à l'EPSA, l'école professionnelle supérieure d'architecture de la ville de Paris, qui formait des assistants d'architectes et qui, grâce à l'engagement de sa directrice qui s'appelait Sylvie Forest, qui est un personnage assez important dans ma vie, j'ai pu intégrer la 3e année, la première année de licence donc, de l'école d'architecture de Paris-la-Villette, où j'ai rencontré Jérémy,
ado. Et où j'ai rencontré des professeurs qui m'ont vraiment apporté quelque chose, comme Jean Rary, Gérald Gribet, Albert Gilles Cohen et François Romono, par exemple, et d'autres, Michel Verne, enfin d'autres, qui m'ont notamment éveillé à la ville et à l'urbanisme. Et ça a provoqué un bouleversement assez important dans ma tête et dans ma manière de concevoir mon métier. Et aujourd'hui encore, je pense que les spécificités de l'agence et quelque part la capacité de l'agence à fabriquer des projets d'une certaine taille sont liées à cette lecture et cette dimension urbaine que j'ai acquis à partir du tout début du master. Notamment avec la pédagogie mise en place par Philippe Paneret, tout ce qui est l'étude des formes urbaines, la morphogénèse, qui a en fait résonné avec mon intérêt pour l'histoire, puisque ça m'a permis de voir dans le tissu urbain et dans la ville l'expression de phénomènes historiques et de transition et de relations entre les époques, ce qui m'a toujours un peu dérangé dans l'histoire de l'architecture, qui était extrêmement centrée sur l'architecture. Or, j'ai appris par l'histoire de la ville, l'histoire des sciences sociales, l'histoire de l'industrie, l'histoire de la bourgeoisie, l'histoire des luttes politiques et des luttes sociales. Et ça m'a complètement passionné. Et donc l'architecture, ça a vraiment été le vecteur d'un éveil à beaucoup d'autres choses, en fait. Et donc j'ai l'impression que voilà, c'est plus une espèce de navire qui me porte vers d'autres choses qu'une finalité en soi, quoi. En fait, on sent que vous êtes à l'aise, surtout pas dans le dogme, au contraire, aucun enfermement, et que c'est une espèce de curiosité naturelle cette curiosité vous donne envie d'avancer. Et il faut la nourrir pour avancer. Je pense que c'est la curiosité qui m'a sauvé, en fait, parce que j'ai trouvé dans l'architecture une dimension d'articulation de plein de choses que j'arrivais pas forcément à mettre ensemble. Et l'architecture m'a permis de faire des synthèses intellectuellement dans mon esprit, et puis de fabriquer de faire des projets qui mettaient en œuvre et en scène tous mes centres d'intérêt, quoi. Ouais. Alors, à la sortie de l'école d'architecture, est-ce que vous vous imaginiez tel que vous êtes maintenant ? J'espérais que ce soit comme ça. C'est même peut-être un peu mieux que ce que j'imaginais. Donc je suis très content. Ça fait du bien d'entendre ça, ce genre de paroles. Mais bravo, c'est bien. Alors, quel est votre premier projet livré ? Et votre état d'esprit vis-à-vis du métier a-t-il beaucoup changé depuis cette première livraison ? Alors, mon état d'esprit ne cesse de changer depuis la première fois où j'ai entendu parler d'architecture jusqu'à aujourd'hui, et demain sera certainement encore changé par rapport à ce matin. Il y a des fondamentaux et des constants, des éléments constants, des permanents, un peu comme dans la ville, qui restent les mêmes. Néanmoins, en fonction des contextes, des gens avec qui je travaille et des programmes, des clients, la manière de travailler change, et mes convictions, certaines convictions changent. Le premier projet livré, c'est un peu particulier, c'est au Maroc, c'est à Tanger, donc une ville qui a une histoire particulière, un peu extraterritoriale, jusque dans les années 60, et qui est une ville qui m'a fasciné pour justement cette situation de croisement des cultures et des géographies. Et donc c'est la transformation de la villa de l'ancien gouverneur de Tanger, de l'époque du protectorat, en restaurant. Et en fait, c'est un peu le premier projet c'est une réhabilitation, une grande réhabilitation. C'est un bâtiment qui remontait Alors, c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 30, en mode néo-provençal, donc avec un enduit rose. On a tout nettoyé, on l'a épuré pour fabriquer un bâtiment blanc qui évoquait le travail de Roland Simounet, par exemple. Donc, c'est une espèce de grande verticale blanche passée à la chaux. Et la façade nord, on a éventré la maison et on a fabriqué une grande verrière de 7 mètres de haut pour fabriquer vraiment un contraste très fort entre une façade exposée au sud, assez monolithique, très blanche, et puis une façade arrière extrêmement vitrée dans le jardin. Et c'est un restaurant qui a eu pas mal de succès à Tanger et qui symbolisait un peu l'ouverture de Tanger sur le monde après cette phase de déliquescence suite au départ des étrangers, en fait, puisque c'était une ville internationale, et le départ des Espagnols et des Français a créé une forme de pauvreté dont les Marocains essayent de se relever en fabriquant cette idée de métropole mondiale. Mais ça reste encore une ville relativement petite, mais c'est une ville où on sent le passage de plein de cultures et où on sent le passage de la Méditerranée. Enfin, la culture méditerranéenne, qui m'intéresse beaucoup par ailleurs, se sent beaucoup dans toutes les villes telles Tanger, comme Marseille, comme Gênes,
Voilà, c'est des villes qui m'intéressent beaucoup. Qui vous inspire. Donc on a réhabilité la villa de l'ancien gouverneur, transformé en restaurant et en lieu festif. Et puis ce projet nous a amené un deuxième projet à Oujda, donc dans le Rif, à côté de la frontière algérienne, pour un acteur de cinéma africain qui avait racheté un fortin construit par le maréchal Lyotet dans les années au tout début du XXe siècle, 1915, donc qui était une petite forteresse. Et il voulait qu'on la transforme en îlot mixte avec un lieu d'enseignement pour les enfants, un petit centre culturel, un hôtel, un restaurant, une vidéothèque, une petite bibliothèque, une petite salle de sport, un jardin, un potager. Et donc en fait c'était un peu notre première idée de fabriquer à partir d'un élément monofonctionnel, donc une caserne, un dispositif mixte. Donc ça c'est quelque chose qui encore aujourd'hui m'anime et anime l'agence. Et donc les deux premiers projets qui sont très particuliers sont donc l'un sur une colline à Tanger au-dessus de la mer et l'autre dans le désert à la frontière algérienne. Ensuite, grâce à Jérémy, on a travaillé sur des chais, donc des dispositifs industriels autour de la viniculture. À Bordeaux. À Bordeaux. Ouais. La culture locale oblige. Et donc ça a été aussi très intéressant puisque le chai, c'est un programme qui allie une dimension très industrielle de processus de fabrication, une dimension très patrimoniale. Donc je trouve que c'est un sujet d'architecture assez intéressant, notamment pour des jeunes, puisque ça nous confronte assez vite à une forme de rationalité de la production et puis une forme aussi de peut-être plus immatérielle de représentation du vignoble dans un environnement. Il y a un lien très fort avec la matière. Exactement. Le premier projet qu'on a fait était un gros hangar entièrement revêtu d'acier rouillé, Corten, qui dans les vignes donnait une résonance créait une résonance un contraste assez fort. Voilà. Et puis ensuite, la séparation m'a permis de me concentrer sur des problématiques beaucoup plus urbaines, puisque c'est ça qui m'intéresse. J'ai bien aimé faire des chais, mais je m'intéresse beaucoup plus à la fabrication de la ville dense, dont Paris est une expression majeure, je trouve. Et donc, je m'intéresse beaucoup à l'adaptation, à la transformation du tissu urbain, de la ville, des infrastructures, et à l'adaptation de cet environnement aux nouveaux impératifs de développement. Voilà, alors justement, bonne transition par rapport au monde de demain. Parce que je pense que votre curiosité vous amène à vouloir comprendre et analyser un certain nombre de choses. Et donc, vous écriviez en 2017, Mai 68 a ouvert un cycle en train de se terminer. Ses valeurs rejetées comme ses acteurs, la gauche, socialiste, Trotsko et Mao, dégagés par le changement des clivages, métropolitains, cosmopolites, auto-entrepreneurs, contre l'emprunt prolétariat périurbain délaissé dans des territoires dilatés et mal innervés. Bleu marine, à force d'étouffer dans le crédit revolving, retranché dans sa communauté. Ces clivages sont récurrents depuis l'avènement des métropoles modernes au XIXe siècle. Ils montrent l'importance du fait urbain dans l'organisation de la société et dans le conditionnement social. Ils démontrent la relativité du phénomène politique. Alors, par quelles actions, selon vous, l'architecte d'aujourd'hui peut-il être vecteur d'espoir dans l'idée d'un refondement de notre société, alors qu'il est lui-même mis à mal par l'opinion? C'est vrai, l'opinion a une image terrible de l'architecte, on l'a vu avec Notre-Dame, toute la polémique qui a enflé entre identique, pas identique. Et on voyait des choses sur les réseaux sociaux assez terribles. Bon, enfin, ça c'est encore un autre sujet. Notre-Dame, c'est un sujet très particulier qui active des ressorts historiques, culturels qui sont... On n'a pas du tout participé, nous, à cette polémique, à ce débat. Et puis laissons les spécialistes s'en occuper peut-être. C'est ça. En fait, ce que j'ai cherché à dire dans cet article qui date un petit peu maintenant, puisqu'il a 3 ans et qu'il a été écrit au moment où le phénomène Macron avait complètement éreinté les structures traditionnelles gauche-droite qui évidemment paraissaient obsolètes un peu avant son arrivée, mais dont il a rendu l'obsolescence complètement patente et évidente. Et il y a quelque chose que j'ai retrouvé dans mon intérêt pour l'histoire, c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont politisés par conviction, et puis il y en a d'autres qui le sont, et peut-être la majorité par leur vécu, par leurs expériences.
et moins par des convictions politiques de progression sociale ou d'émancipation. Donc j'ai toujours été intéressé par la différence de représentation de la société qu'on se faisait en ville et à la campagne. Et j'avais été absolument passionné par un des premiers cours de Michel Verne, qui est décédé aujourd'hui, mais qui commençait avec une phrase très provocatrice en disant à ses étudiants qu'on était beaucoup plus intelligent en ville qu'à la campagne, pour choquer un peu tous les petits ruraux qui Les venaient à la Candides. Villette, et les Candides exactement, et pour provoquer un débat en expliquant que la somme des stimulations intellectuelles, émotionnelles, sensibles qu'on pouvait trouver dans l'espace urbain était bien sûr bien plus important que le peu de stimulation qui pouvait exister dans l'espace rural, et que ça avait une action évidente et très importante sur les consciences et sur la représentation dans la société. Et ce débat, j'ai trouvé une résonance avec cette idée qui m'a suivi en fait pendant des années, à travers le phénomène des Gilets jaunes, à travers peut-être la représentation du Front National dans des campagnes où, somme toute, on trouvait peu d'immigrés, mais beaucoup d'aficionados du Front National. Donc, et puis, quelque chose qui m'avait intéressé aussi, c'était sous le Second Empire, lorsque Napoléon III a fait un plébiscite pour demander la reconduction, demander au peuple son avis sur la reconduction de l'Empire. Les campagnes, sous la pression des curés, avaient tous voté, enfin avaient en majorité voté pour l'Empire, alors qu'en ville, on avait voté massivement pour la République. Et donc ça m'a toujours intéressé comment la différence de nature du territoire impactait la manière dont les gens pensaient. Et, Ouais. Donc du coup, leur mode de vie. et bien sûr, cette connexion aux grands réseaux, aux infrastructures, l'impression d'être isolé, d'être retranché dans une communauté. Le cas aussi des grands ensembles et des cités qui ont été construits sur des terres agricoles, ex nihilo sur des terres agricoles, donc qui sont une espèce de synthèse un peu barbare entre une volonté de fabrication d'une densité urbaine sur des zones agricoles qui n'ont pas été préparées comme l'a été le tissu faubourien, qui vient de parcelles maraîchères et qui ont été lentement redécoupées et densifiées dans le temps. Là, on a fabriqué des énormes objets dans des champs, et on a essayé de faire vivre les gens dedans. Et puis on s'est étonné quelques décennies plus tard que ça fabriquait de la misère sociale, même si ça n'est pas évidemment la seule raison, mais on sait que c'est lié aussi à l'emploi, à l'éducation, à plein de choses, mais la forme urbaine, l'environnement dans lequel on fait vivre les gens, me paraît très important dans la manière dont ils se représentent dans la société, dans la manière dont ils se représentent en tant que citoyens, en tant qu'acteurs ou en tant que victimes. Et c'est ça aussi qui me motive dans mon métier, et parce que je pense que les architectes peuvent jouer là-dessus. Et quand vous dites que ce métier est mis à mal par l'opinion publique, c'est vrai. Néanmoins, il paraît que le métier d'architecte, c'est un des métiers que les gens veulent faire qui massivement, fascine. qui fascine. Donc je pense qu'en fait, cette contradiction, c'est une contradiction qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres métiers qui sont en fait un mélange de fascination et de défiance. Et cette idée que les architectes ne vivent dans des hôtels particuliers alors qu'ils font des cités, c'est une idée qui est complètement dépassée, quoi. Aujourd'hui, je pense que... Oui, et puis on dit que les cordonniers sont souvent les plus exactement. mal Je trouve que limite va plus à va l'architecte. mieux Surtout mieux que à l'architecte est un passionné, donc souvent, il faut beaucoup de passion pour mener à bien cette profession et, Tout à fait. et endosser une responsabilité qui est très importante. Donc ce qui m'intéresse dans l'architecture, et c'est peut-être ça le vecteur d'espoir dans l'idée d'une refondation, je ne sais pas, mais en tout cas d'une amélioration, c'est vraiment cette idée que l'architecte est à la croisée de plein de disciplines. Il est capable de faire dialoguer un ingénieur et un sociologue, un artiste et un ethnologue. Il les fait se rencontrer sur des projets particuliers. C'est la grande mode en ce moment des groupements pléthoriques. Vous avez un sociologue, un géographe, un artiste qui accompagne l'architecte. L'architecte, c'est celui qui organise la synthèse, c'est le chef d'orchestre. Et c'est ça qui... C'est quand même lui qui a la maîtrise de l'espace. Oui, tout à fait. On spatialise en fait tout ce qui est dans les consciences, dans les intérêts divergents. On essaye de faire coexister des gens ou des éléments qui n'ont fondamentalement pas le même intérêt au sein de formes communes et d'espaces communs. Et ça, je trouve ça très intéressant.
puisqu'on matérialise et qu'on spatialise des aspirations, des rêves, des besoins. Alors j'avais relevé aussi une phrase qui m'avait fait un peu sursauter, bien que j'ai tout à fait compris que quand vous réfléchissez sur un sujet, quand vous écrivez sur un sujet, c'est toujours très précis, très alimenté, vous n'adhérez pas forcément à l'identification des choses que vous écrivez. Mais néanmoins, celle-ci je l'ai retenue, parce que peut-être que je suis moi-même confrontée à la jeune génération, mes enfants aux alentours de 20 ans. Je cite, « Mai 68 a aussi produit dans son sillage la génération 80, celle qui arrive actuellement aux commandes, libérée de toute idéologie, pragmatique et désabusée. Elle est prompte à faire l'inventaire de ce passé et souvent à en rejeter l'héritage, comme une vieille tante qu'on n'en peut plus d'écouter parler du passé et dont on se prend à rêver, pour en être débarrassée, qu'elle se prenne les pieds dans les escaliers. » Alors, donc avec ma formation d'historienne, et pour ma part, je pense que rien ne peut se construire sans prendre en considération la base, ruine ou non ruine, le fondement, l'exosquelette. Qu'en pensez-vous ? Alors, si ce texte a pu donner l'impression que je voulais me passer de l'histoire, ou que je pensais qu'on pouvait se passer de l'histoire, c'est absolument une mauvaise un malentendu. Oui. Parce que en fait, je suis absolument passionné par l'histoire et je pense que l'histoire est présente dans toute la moindre action de l'agence. On se réfère à des histoires. Par contre, je me méfie beaucoup. Je me méfie beaucoup de la manière dont est présentée l'histoire et je me méfie autant que ça m'intéresse, si vous voulez. Mais je m'intéresse beaucoup aux histoires officielles, aux histoires non officielles, au roman national. Mais en tout cas, l'histoire est absolument fondamentale dans notre travail. Néanmoins, c'est aussi ce qui m'a dérangé dans l'histoire de l'architecture, c'est la mise en lumière de grandes époques, de grands jalons historiques qui ont en fait été isolés, un peu sortis de leur contexte parce qu'ils avaient une signification historique ou politique à un moment donné, et qui en fait font partie d'un processus beaucoup plus large qui est l'histoire. Par exemple, isoler l'histoire de l'architecture moderne de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres et de la reconstruction, ça me paraît pas pertinent. Or, j'ai très peu entendu parler du rôle des grands conflits mondiaux sur le mouvement moderne. Je pense que Le Corbusier, comme des décennies plus tard Coulas, n'aurait pas fait ce qu'ils ont fait s'il n'y avait pas eu tout un contexte historico-économique, politique qui venait de beaucoup plus loin. Et qui a eu tendance, peut-être pour des volontés de simplification, à être isolé par les historiens et qui, pour moi, me semble pas suffisamment pertinent. Par exemple, j'ai beaucoup mieux compris le mouvement moderne à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux conditions de vie avant la Seconde Guerre mondiale ou au début du XXe siècle. Et le travail du Corbusier, qu'on nous a rabâché à longueur d'années d'études depuis tout petit, il y a son travail formel, donc le jeu des volumes sous la lumière, et puis il y a aussi cette volonté de sortir un pays d'une misère sociale, de fabriquer des bâtiments à une époque où les gens vivaient dans des taudis, et donc comprendre Le Corbusier, connaître les conditions de vie de la France au moment où Le Corbusier a commencé à travailler, ça explique aussi une certaine forme de radicalité dans son travail, qui est décriée aussi qui est critiquée par le grand public, mais qui procède aussi de cette volonté de progression sociale. Et je pense que la radicalité du travail du Corbusier est proportionnelle à la gravité des conditions sociales de la France de l'après-guerre ou de l'entre-deux-guerres. Voilà, donc ce qui m'intéresse en fait beaucoup plus que l'histoire de l'architecture, c'est l'histoire de la société. Oui, et puis ce dont, par exemple, Corbu, on voit ça comme un phénomène assez important, exclusif presque, et voilà, écrasant. Alors que quand on monte sur les toits, par exemple à la cité de Rezé, et qu'on découvre l'école, on se rend compte qu'il avait tout dessiné à la hauteur des enfants, de manière à ce que les enfants puissent eux-mêmes s'approprier l'espace. Et c'est très étonnant et c'est ultra intéressant. En revanche, en effet, par rapport à l'histoire de l'architecture, moi qui ai fait ces études, et je pense que la manière d'enseigner Beaux-Arts a beaucoup marqué la discipline, et qu'il y avait une espèce d'idée de grandeur, un peu pompier même, qui s'est propagée dans le XXe siècle, mais qui était quand même importante, parce que
L'histoire de l'architecture, c'est aussi 17, 18e et le 19e. L'architecture officielle était une architecture dite historique. Finalement, on retenait plus l'histoire du chapiteau, de la colonne, etc. Et ces règles-là ont certainement détaché et appauvri toute l'histoire de l'architecture. Mais après, il y a quand même des enseignants. Moi, j'ai été élève de Gérard Monnier. Je trouve qu'il avait une approche très intéressante en prenant tous les phénomènes sociologiques, etc. Et ça s'est transformé quand même petit à petit. Tout à fait. Alors en Italie, ce qui est assez marrant, c'est ils ont plus d'appétence pour l'histoire de l'architecture. Du coup, ils sont plus réactifs et je trouve, moins éloignés des créateurs, entre guillemets, d'espace. Tout à fait. Nous, en France, on a tendance à se référer à des grands personnages, mais qui sont en fait c'est plus intéressant de les regarder comme des témoins d'une époque ou comme des rouages d'un processus beaucoup plus large, que ce soit du Corbusier à Jean Nouvel. Les deux sont des témoins et des produits de leur époque auxquels ils donnent une esthétique particulière, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment est-ce que leur travail parle d'une époque plus que le travail de l'objet en tant que tel, quoi. Alors justement, l'objet... Est-ce que vous auriez une histoire à nous raconter sur votre architecture ? On a bien entendu que le phénomène urbain était une part très très importante de votre réflexion. Mais il y a aussi l'architecture et des projets. Alors, la suite de ce que vous nous avez raconté précédemment, de Tanger, etc. Alors en fait, de plus en plus, on conçoit à l'agence l'architecture comme un moyen de transformer une situation urbaine, plus que comme, encore une fois, une fin de fabriquer un objet architectural. Et donc cette idée, elle est extrêmement transversale et présente dans notre travail. Je peux parler de quelques projets qu'on étudie en ce moment, que ce soit par exemple la transformation de la tour Watt dans le 13e arrondissement, qui est une tour en béton à base carrée des années 70, qui est une tour de foyer de cheminot de la SNCF, collée contre les voies de chemin de fer, qui adressait donc une façade aveugle contre les voies de chemin de fer, puisque l'environnement était très hostile et puis que la réglementation faisait qu'on ne pouvait pas ouvrir de fenêtres sur les voies de chemin de fer. Et la couverture des voies de chemin de fer par la CEMAPA, donc la Société d'économie mixte qui gère l'aménagement de la ZAC rive gauche, donc la couverture des voies de la gare d'Austerlitz, on fabriquait une nouvelle rue qui s'appelle la rue Louise Bourgeois, qui fabrique une liaison entre la dalle construite sur les voies et ensuite la partie qui descend jusqu'à la Seine de la ZAC rive gauche. Et donc cette tour dont la démolition avait été envisagée par ICF, le maître d'ouvrage, finalement il a été décidé qu'elle serait transformée. Et donc nous on a proposé de l'adapter aux nouvelles conditions urbaines du quartier. D'un quartier très industriel, très infrastructurel, scarifié par ces faisceaux ferroviaires, c'était devenu un quartier majeur dans Paris, avec un très fort développement, une forte ambition politique en termes de progrès des constructions, de progrès urbain aussi. Donc l'idée, c'était comment prendre un bâtiment qui symbolise une époque, l'époque des 30 Glorieuses, de cette construction massive et de cette surconstruction, de cette surproduction urbaine à coups de béton armé, et de voir comment ce bâtiment très symptomatique d'une époque avait néanmoins une capacité d'adaptation et de transformation, un peu comme un organisme vivant qui va être amené à s'adapter pour ne pas disparaître. Et donc j'aime beaucoup cette métaphore un peu urbaine qui remonte un peu au 19e siècle. C'est la métaphore de la ville et du corps vivant qui serait constitué de chair, de tissus, de réseaux, d'artères, qui serait innervé et donc qui pourrait être amené à subir les mêmes vicissitudes ou les mêmes problématiques qu'un corps humain, c'est-à-dire une forme de congestion, des problématiques de circulation. Et donc comme un peu un médecin de la ville, l'architecte est là pour, par touche, venir transformer certains aspects pour faire en sorte d'adapter des constructions vieillissantes à la modernité ou à l'époque contemporaine. Et donc cette tour qui se retrouvait flanquée d'une dalle au niveau de son 3e ou de son 4e étage, au-dessus des voies de chemin de fer, la dalle nous a permis de retourner la tour, de fabriquer un bâtiment le long de la façade. Les voies ferrées, elles sont toujours en usage ? Oui, bien sûr, c'est les voies de la gare d'Austerlitz, Ah oui. sauf qu'elles ont été recouvertes.
Et c'est D'accord. une problématique qui est d'ailleurs très intéressante dans toutes les villes mondiales qui ont des réseaux ferrés très importants. C'est que les détenteurs de ces réseaux, en France la SNCF, commencent à se séparer d'une partie de son patrimoine foncier qui est situé dans des lieux où le terrain vaut cher. Donc la SNCF aujourd'hui est propriétaire de beaucoup de fonciers, notamment dans Paris, qui est aujourd'hui les C'est derniers la fonciers plus un peu disponibles, un peu ouais, la grande réserve foncière. de Paris. Ouais. Et donc c'est intéressant de voir comment l'infrastructure qui n'avait pas besoin d'économiser son espace toute la révolution industrielle, puisque déjà il fallait qu'on la voie, et puis le terrain n'était pas cher, donc on a fabriqué des quartiers entiers qui étaient très liés aux infrastructures, le 18e arrondissement vers la porte de la Chapelle, avec entre le réseau de la gare du Nord et le réseau de la gare de l'Est. On peut voir comment le tissu est toujours aujourd'hui impacté par la présence de l'infrastructure ferroviaire. La gare, la ZEC rive gauche qui est longée par le faisceau, qui s'est vraiment développé le long du faisceau de la gare d'Austerlitz. Et donc évidemment, ces réseaux restent en activité, puisqu'ils sont absolument nécessaires à la connexion des métropoles avec le centre de la métropole avec le reste du pays. Il avait été, pendant les municipales, proposé par je ne sais plus trop qui de déplacer les gares du centre de Paris en périphérie, mais bon, c'était évidemment une idée absolument aberrante, puisque le principe d'une gare est d'arriver directement dans le centre et de créer des proximités, de créer des connexions très très efficaces entre le centre de la ville et son extérieur. Donc les voies de chemin de fer sont recouvertes, ce qui nous permet, donc une rue est créée sur cette dalle qui est à 12 mètres au-dessus du sol par rapport au niveau bas, ce qui nous permet d'imaginer de surélever la tour. Pour surélever la tour sans reprendre les fondations et sa structure, ce qui aurait provoqué des surcoûts impossibles, on a proposé de la surélever en bois, puisque le bois, la légèreté du bois et puis l'aspect fini des éléments qu'on peut transporter sur le toit était particulièrement pertinent. Et ça, c'est la première fois, enfin en tout cas c'est la première fois qu'on a pu tester l'idée que une diversité des matériaux pouvait être à même de répondre à cette nécessaire mutation de la ville. Il faut préciser qu'il y a une école élémentaire au pied de la tour, et donc il était très difficile de casser cette tour, de la démolir complètement, ou même partiellement. Donc l'idée, c'était de prendre ce bâtiment ancien, années 70, symptomatique d'une époque, et de faire un certain nombre de manipulations pour la projeter dans l'époque contemporaine et dans le quartier de la ZEC rive gauche tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire tourner vers les voies de chemin de fer recouvertes, donc tourner vers un parc, puisque le long de la rue sera construit un parc. Alors les 4 premiers niveaux sont aveugles du coup. Alors les 4 premiers niveaux sont aveugles sur un côté, ouverts sur 3 côtés. On a décidé d'y inscrire des équipements. Donc il y a un restaurant, une petite galerie de photographie, une maison de santé, quelques bureaux. Et puis à partir du 4e niveau, l'accès se fait depuis la rue Louise Bourgeois, qui est donc située à 12 mètres au-dessus du niveau de la rue du Chevaleret. Et depuis la rue Louise Bourgeois, on accède aux logements qui sont surélevés de 4 niveaux, puisque au lieu de prendre le plafond, d'appliquer le plafond des hauteurs à partir de la rue du Chevaleret, on va l'appliquer à partir de la rue Louise Bourgeois, ce qui nous permet d'augmenter la tour de 12 mètres, donc 4 niveaux, en bois. Et donc, non seulement on construit le long de la façade de façon à retourner la tour sur la voie de chemin de fer, mais on construit aussi sur son toit, de façon à l'amener au plafond des 50 mètres depuis le quartier de haut, depuis la rue Louise Bourgeois. Et du coup, pour nous, c'est un travail de transformation de la ville et d'adaptation de la ville à partir d'un objet moderne, tout ce qu'il y a de plus exclusif, c'est-à-dire qui ne crée pas vraiment de relations, qui n'est pas capable de créer des relations avec son environnement. Et les manipulations qu'on fait font que cette tour, elle est fondamentalement, on va la réadapter à un environnement changeant en la transformant en tour mixte. Donc j'aime bien l'idée d'une tour en béton, avec uniquement du logement, on va la transformer en une tour mixte au niveau des systèmes constructifs. Donc elle sera plus simplement en béton. On va y ramener de la structure bois et un parement en métal. Donc elle sera mixte au niveau des matériaux. Et elle sera également mixte au niveau du programme, puisqu'on va y trouver un restaurant, une galerie de photos et puis du logement. Du coup, elle est un peu plus sexy qu'elle n'était. Et puis elle est beaucoup plus urbaine, tout simplement. Et puis c'est partir d'un objet qui dans l'imaginaire collectif n'a pas un potentiel de renouvellement très important et la renouveler complètement. Pour en faire un bâtiment neuf. L'idée, c'est de restituer non un bâtiment réhabilité, mais un bâtiment neuf. De faire oublier. Les logements sont complètement transformés, ils sont beaucoup plus grands. Ils sont adaptés aux handicapés. Enfin, toute cette masse, cette matière urbaine est entièrement retransformée, tout en restant dans son emprise. La structure en bois, vous connaissez l'essence du bois ? C'est du mélèze. Du mélèze. C'est un mixte de mélèze
et de résineux, D'accord. de pin. De pain. Donc vous avez une appétence quand même pour la matière, les matériaux. Prédilection le bois ou s'il le faut le métal, voire le béton. Alors vous avez écrit un article, Le tout béton, où vous retracez l'histoire du béton et l'histoire du lobby du béton, qui finalement est issu. De la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Nous on le sait, mais. Alors c'est un sujet qui m'intéresse Ouais. beaucoup, puisqu'en fait on n'est pas... je suis pas anti-béton, c'est absurde d'être anti-béton, de toute façon. d'être anti-matériaux. Le matériau c'est un moyen, c'est... Et puis ils travaillent ensemble en plus. En plus, voilà. Donc, alors, vous avez, c'est un slogan qui est répandu chez les architectes en ce moment, c'est le bon matériau au bon endroit. Donc, en fait, c'est surtout proposer une alternative à cette domination du béton. Le problème du béton, c'est pas lui-même, c'est la surutilisation qu'on en a fait depuis des décennies. De tout minéraliser, de tout... Cette imperméabilisation des sols qu'il provoque, mais qui n'est pas liée uniquement au béton. Hein. C'est aussi la voiture. Qui sont un peu les deux grands représentants en fait, du monde qu'on essaye de dépasser aujourd'hui, c'est le tout béton et puis le tout automobile individuel, puisque c'est pour être capable de stocker ces automobiles individuels dans le sol qu'on fabrique des îlots de chaleur et qu'on imperméabilise le sol. Si l'évolution réglementaire sur le stationnement évoluait, on serait capable de réduire l'impact du béton, de réduire l'imperméabilisation des sols. Donc il y a aussi une dimension réglementaire qui est basée sur un modèle occidental, le modèle occidental de la voiture individuelle et du béton. Après ensuite il y a le pétrole, enfin voilà, ça déroule... Alors vous qui dessinez des voitures. Complètement. Alors là je suis... donc on peut évoluer. Quelle mutation. J'ai même pas le permis de conduire. Je suis un fidèle au transport en commun, notamment au train. Ouais. L'agence fait des bâtiments assez grands, donc on est, mine de rien, un peu contraint sur des matériaux avec des capacités porteuses, des capacités thermiques assez conséquentes, on va dire. Ces différents matériaux, voilà. Donc ce que je disais, c'était que j'ai écrit un article dans Tous Urbain où j'essaye de questionner le pourquoi de la domination du béton qui nous vient en fait des Trente Glorieuses et qui nous vient encore avant de la fabrication du mur de l'Atlantique, où le moment où l'armée allemande a passé commande aux entreprises au début allemandes et ensuite françaises au travers de l'organisation TOT, la réalisation de plusieurs milliers de mètres linéaires de fortifications, ce qui a eu pour effet de développer l'industrie du béton à une époque où l'ensemble des autres industries étaient à l'arrêt ou considérablement ralenties à cause de la guerre. Donc au moment où l'artisanat de la construction était relativement à l'arrêt, ou donc en tout cas les forces de production étaient ou au front ou au service du travail obligatoire ou démobilisés, ou chez eux dans une situation sous occupation. Le béton est le matériau qui a profité de la plus grande évolution technique, puisque pour être capable de répondre aux exigences de l'organisation TOT, il a fallu que les entreprises françaises se modernisent très très rapidement pour être capable de couler plus rapidement plus de béton. De là est venu le chemin de grue, donc qui consistait à poser des rails le long de l'axe du mur que l'on voulait fabriquer, et de faire dérouler une grue qui coulait du béton en permanence donc le long d'un axe. Et cette manière de faire a directement inspiré la reconstruction des années 40, 50, 60, 70, avec le principe du voile percé, qui est une spécificité française, en tout cas d'Europe de l'Ouest, tous les pays qui ont été impactés par la Seconde Guerre mondiale, alors que dans le reste du monde, on construit en poteau-poutre et remplissage. Et ça, pour moi, c'est un lien très intéressant. Il y a un glissement aussi, on a une culture de la pierre ici. Donc, oui. Alors, c'est vrai qu'on a aussi un glissement de l'ossature, du voile, du mur plutôt, vers le mur béton. Mais en tout cas, de toute façon, jamais rien ne peut s'expliquer que par un aspect. C'est un ensemble de choses qui s'articulent, qui se mettent ensemble pour fabriquer une évolution. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a intéressé, c'est comment est-ce qu'une période de 5 ans, si on parle que de la Seconde Guerre mondiale, a impacté une culture, une économie, une manière de fabriquer la ville qui se ressent encore aujourd'hui. Ce que j'ai essayé d'expliquer dans cet article, c'est que les entreprises ont besoin de faire tourner leur... Tout à fait, et puis ça a même fabriqué des modèles économiques qu'on appelle les majors, qui sont basés sur qui sont basés sur ce système constructif béton, et qui symbolise une société et un chemin de développement, et c'est tout ça aujourd'hui qui est un peu remis en cause par
ces impératifs de transition écologique, de transition de société, de transition économique. Et puis je pense une volonté de retour quelque part à quelque chose de plus naturel, parce que le béton, ça nous... en tout cas, il faut travailler le végétal avec le béton. En tout cas, il faut réduire un des objectifs de notre travail, ce n'est pas de ne plus utiliser de béton, mais c'est de le remettre à sa place. Alors on va revenir quand même à votre travail par rapport à ces matériaux. Donc c'est vraiment, vous avez exploré par exemple la paille ou... En fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que chaque matériau peut amener. Ouais. L'intérêt du béton, c'est qu'on peut fabriquer des éléments permanents. Je vous raconterai après peut-être la manière dont on a pensé le projet d'école des puces de Saint-Ouen qui doit se construire porte de Clignancourt, où en fait le béton est utilisé pour la constitution d'une colonne vertébrale, donc du socle, du rapport au sol, et puis la constitution d'une colonne vertébrale qui comprend les couloirs de circulation centrale, les gaines, les noyaux d'ascenseur, et tout ça constitue une colonne vertébrale autour duquel on vient développer un exosquelette en bois qui va permettre à ce bâtiment d'être plus flexible, au sens où l'ensemble des éléments organiques du bâtiment, le contreventement, la descente de charge, le déplacement des corps et des fluides, sont contenus dans cette moelle épinière en béton, et autour, tout un organisme en bois vient se développer, et cet organisme en bois, il va amener à l'ensemble du bâtiment une capacité d'évolution, de flexibilité bien plus importante que le béton. Et c'est, pour moi, cette association du bois et du béton, c'est vraiment issu de cette espèce de métaphore urbaine avec les éléments permanents, ce qui reste et ce qui mute, et que la ville est vraiment une espèce de synthèse entre des éléments permanents et des éléments récents, et entre un temps très long et un temps beaucoup plus court. Et pour moi, cette mixité des matériaux, elle amène à l'échelle de l'architecture. Elle ouvre un champ des possibles. Elle ouvre un champ de transformation possible, où en fait, le béton va permettre au bois de bouger autour de cette structure. J'aime bien utiliser cette notion de moelle épinière ou de colonne vertébrale, parce qu'il y a l'idée à la fois de structure, de stabilité et de transmission des choses, des corps, des fluides, encore une fois. Et donc le bois, l'association du bois et du béton et du métal, puisqu'il y a toujours un peu de métal, donc c'est aussi cette transversalité en fait des matériaux qui, pour connecter du béton à du bois, on a souvent besoin du métal. Le métal pose des problèmes de stabilité au feu, donc après il y a toute une histoire qui se met en place, et qui est plutôt une sorte de résolution de problème. Il y a des tours qui sont construites aux États-Unis, c'est une question de culture aussi, beaucoup. Tout à fait, mais alors ça vient aussi beaucoup de la culture urbaine. Hein. Parce qu'on a fustigé le métal en France, alors que ça aurait pu être une solution à certaines choses. On construit en métal en France, on construit beaucoup d'équipements en métal, mais c'est vrai que par rapport au bois et au béton, en fait c'est le béton, le matériau qui a éclipsé le reste. Évidemment, et puis ça c'est évidemment culturel, ça ne vient pas que de la Seconde Guerre mondiale. Ce que j'essaie d'expliquer dans l'article, c'est que la Seconde Guerre mondiale a provoqué une espèce d'accélération très importante. Ouais. En tout cas, voilà, le bois, le métal et le béton sont nos matériaux de prédilection, et on essaye de les associer d'une manière organique pour faire en sorte que chaque matériau permette au suivant d'avoir un rôle très particulier. Et cette idée de béton qui représente la permanence, autant dans une réhabilitation, la Tour Watt, on prend un bâtiment en béton et on vient le compléter en bois, ou l'école des puces, on constitue une infrastructure en béton et on a un exosquelette en bois. À chaque fois, on utilise deux matériaux dans leur association pour ce qu'ils sont capables de produire en termes d'évolution de l'espace. Voilà, l'espace, on en a parlé. Est-ce qu'en 5 minutes, on peut régler l'histoire de l'écologie Alors, l'article sur écologie et gentrification, il procède d'un projet sur lequel vous nous questionnez, qui est Ménilmontant, qui est un des projets les plus importants de l'agence, puisque ça a été le premier marché public de taille un peu pour Paris Habitat et la ville de Paris, et c'était la constitution sur un des derniers grands fonciers parisiens d'une opération mixte qui symbolisait pour moi cet ouvrage de progrès social qui est constitutif de l'histoire de Paris. En gros, c'est sur un des derniers terrains grands fonciers libres de Paris, fabriquer un équipement qui symbolisait la politique urbaine, sociale et écologique de la ville, c'est-à-dire 85 logements sociaux, un centre sportif et un premier centre de recyclage intramuros. La plupart du temps, les centres de recyclage sont situés sous le périphérique ou en banlieue. Et l'idée de la mandature, c'était de fabriquer des points relais dans des bâtiments de la ville, donc du logement social,
à différents endroits de Paris. Et donc ce projet était pour moi une expression d'une certaine forme de progrès social, où on allait être capable de penser la coexistence entre plusieurs besoins, celui de loger les gens, celui de faire du sport et celui de gérer ses déchets. Et ce projet, parce qu'il était en béton, a subi les foudres des associations écologistes et d'autres associations qui instrumentalisaient l'écologie à des fins très personnelles de refus de logement social, de refus de densification. Et donc j'ai été tout à fait frappé par cette manière dont, en ville, l'écologie urbaine était une notion qui était manipulée par une élite bourgeoise contre l'intérêt général. Et en fait, comment est-ce que l'écologie, qui est une des aspirations les plus humanistes et les plus universelles qui soit, était réduite en ville, pour plein de raisons, à la conservation d'intérêts particuliers de propriétaires bourgeois. Et contre l'intérêt général. Et ça a été une de mes grandes découvertes, en tout cas, ou centres d'intérêt récents, avec aussi cette volonté de faire évoluer les matériaux. Vous enseignez ? Oui. Et vous vous positionnez, on l'a vu, de manière forte à l'écrit. Alors, quels sont les messages qu'il vous tiendrait à cœur de transmettre à vos étudiants ? J'aimerais bien qu'ils arrivent à toucher, à comprendre ce que j'ai compris en fait en 4e année, c'est-à-dire que à travers l'étude de la ville et de la fabrication de la société, on peut trouver tous les ingrédients pour trouver du sens dans notre travail, pour trouver de la méthode, pour trouver des directions. Et en fait, j'essaie de ne pas apprendre aux étudiants, j'essaie de les éveiller, de les émanciper. Je suis toujours plus intéressé par un étudiant qui essaye de débattre et qui n'est pas forcément d'accord avec ce que je raconte, plutôt qu'avec ceux qui notent. Et qui sont passifs. Et qui notent sur leur carnet, les yeux baissés, ce que je raconte. Alors que des fois, j'essaye de les provoquer, de les titiller, et que, en gros, ils notent sur leur carnet quelque chose qu'ils ne reliront certainement jamais. Donc j'essaye de les déscolariser. Si le terme est pas trop barbare. Puisque les profs qui m'ont le plus frappé sont ceux qui nous considéraient vraiment comme des adultes et comme des futurs acteurs. Oui. Plus ceux que ceux qui tirent vers le haut plutôt que ceux qui professent, et, que ceux qui professent. Et qui s'écoutent parler. Merci beaucoup Vincent Lavergne. J'espère que vous reviendrez parce qu'en fait, je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé de plein de choses. De plein de choses, mais je pense que c'est un peu comme avec Franck Boutet. Moi-même, je suis très intéressée par votre curiosité et votre agilité. Donc, avec plaisir. Et puis, on va parler de la Tour Watt pour notre public anglophone, donc en anglais. Donc, à très bientôt, Vincent. Au revoir. Merci. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.